Ah, enfin des bonnes nouvelles. Non, nous ne sommes pas dans une crise systémique mondiale. Le tapering qui commence un peu partout n'est pas anxiogène. Et la blockchain décentralisée ne souffre pas de la pression des pro-centralisation. Bitcoin président. Bitcoin président. Ouais, je m'enflamme un peu là, non? Contre vents et marées, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils tombent et se relèvent encore et encore. Ils sont certains que le monde peut être sauvé. Les bulls résistent, et l'optimisme vaincra le mal. Ouais, et vive les supports en tendance haussière, les pumps, tout ça quoi. Macro, bam! C'était une semaine très importante sur les marchés avec aux États-Unis le NFP. Mais avant ça, nous avons les PMI. Ce sont des sondages auprès des directeurs d'achat qui sont très enthousiastes, oui. L'enquête ADP aux États-Unis mercredi, l'emploi privé qui est ressorti là aussi meilleur que prévu. Vendredi, nous avons... Putain, sans déconner, on a une série de stats qui est super bonne et le NFP vendredi dégueu. Mais nous avons eu le chiffre du mois précédent qui a été révisé à la hausse, donc là c'est plutôt une bonne nouvelle. Et nous avons eu surtout le taux de chômage, alors là, exceptionnel. 5,1%, on attendait, il en est ressorti 4,8%. Et parallèlement à ça, la hausse des salaires continue, plus 0,6%. Beaucoup plus que prévu. Mais si tout est aussi bon, ça veut dire qu'on va voir tapering. Bon, déjà, ça fait quand même des semaines, même des mois que le marché s'y attend, hein, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, cette semaine, quel est le grand gagnant? Oui, qui a relevé ses taux cette semaine? C'est la Nouvelle-Zélande. Voilà, félicitations, félicitations, bravo, bravo. Vous venez de gagner 25 points de base à 0,5%. Une première depuis 7 ans. Félicitations, bravo. Oui, donc là, sur la carte, hein, la Nouvelle-Zélande, je rappelle, c'est en bas, là où c'est le petit île là en rose. Et tout ce qui est en rose, c'est là où il y a déjà eu une hausse des taux. Voilà. Et tu t'en doutes quelle a été la réaction sur le NZD? Bah rien en fait. Bah non, le marché s'y attendait. Et le marché a déjà l'info qu'ils vont les remonter. Encore. Ce qui est certain, c'est que l'inflation persiste. On le voit avec le taux à 10 ans aux États-Unis. Les cours du pétrole à leur plus haut depuis 2018. Les cours du gaz qui ont quasiment fait x3 depuis le début du mois d'avril. Alors sur ce dernier, ça se calme un petit peu, oui, parce que Poutine, il est en faveur d'une augmentation de l'approvisionnement en gaz pour pouvoir aider l'Europe, parce qu'on craint quand même une certaine crise énergétique à venir. Sympa quand même, Vlad. Dans le même temps, les cours du blé ont progressé de presque 40% depuis le début de l'année. La production s'emballe à un record historique de 2,8 milliards de tonnes de céréales sur l'année, sachant que ça pourrait même pas suffire à répondre aux besoins de la consommation. Même l'or pourrait se reprendre, alors bon, ça tombe bien parce qu'on en parle depuis un petit moment de cette grosse zone d'achat qu'on a en hebdomadaire depuis maintenant un moment, avec d'autant plus un retour des mariages et des fêtes de malades en Inde. Et oui, faut savoir que 50% de la demande en or est liée aux bijoux. Et à quel point tu penses qu'en Inde, ils sont chauds, friands de l'or? Allez, en tonnes. Une tonne par an? Non. 10 tonnes d'or par an achetées par l'Inde? Non. Oh, c'est quand même pas 100 tonnes? Non. 315 tonnes d'or achetées l'année dernière en Inde. C'est fou, non? Ouais, moi je trouve que c'est fou. Et pour terminer sur le sujet de l'inflation, l'explosion des cours du pétrole n'inquiète pas l'OPEP+. Ils produisent d'ailleurs encore 5 millions de barils de moins qu'avant le Covid, mais ils vont suivre ça de très près parce que le fait que les cours du pétrole explosent, eh ben ça incite au pétrole de schiste, qui redevient rentable. Pour autant, Goldman Sachs vise toujours 90 $ d'ici la fin de l'année sur les cours du Brent. Bref, l'inflation est déjà là. Evergrande, tiens, on n'en a pas parlé. Alors déjà, on n'en a pas parlé parce qu'on en a déjà parlé en fait il y a 3 jours dans cette vidéo. Tu le sais puisque tu l'as déjà vu. Sinon, le lien en description après le débrief. A priori, d'ailleurs, vous avez bien apprécié et je vous en remercie. Juste pour actualiser, on a Fantasia qui est lui dans l'immobilier de luxe. Son cours de bourse est suspendu depuis quelques jours. C'est le 73e promoteur chinois. C'est donc pas très grave, mais disons qu'il ne faut pas découvrir de nouveaux cadavres dans le placard parce que sinon, ça va commencer à schmouter. À suivre donc, mais pas encore de panique. Ouah, c'est très chaud. Le PEPP va s'arrêter en mars 2022 là. C'est bientôt. Hein. Comment on va faire si on n'a plus de QE là? Le PEPP, c'est le programme d'achat d'urgence pandémique. Ah bah oui, on arrive au bout des 1800 milliards là injectés là. Mais pas de souci. Christine est là. Ouais,
Elle surveille. Est-ce qu'il n'y a pas une dette italienne qui est en train de couler là? Non, c'est bon. Elle est à ramer de son queue de 20 milliards d'euros de plus par mois, au cas où. Un commentaire, Christine? Non, pas de commentaire? Ah, parce qu'il paraît, en plus, vous avez plein d'idées pour compenser là, la fin du PEPP, là, tout ça. Non, pas de commentaire. Bon. Ne nous inquiétons pas, Christine est là. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle l'euro-dollar n'arrive toujours pas à rebondir. Micro, toi qui fais peut-être partie des amateurs de jeux vidéo, nous allons parler d'Ubisoft avec la super sortie de Far Cry 6. Quelle qualité de jeu! Un gameplay incroyable, un moteur graphique qui crève. Non, je déconne, j'y connais rien. Mais visiblement, les investisseurs, ils ont pas kiffé. Hein. Ah bah, nouveau plus bas annuel sur l'action. L'action a perdu près de 50% depuis le début de l'année, sachant qu'Ubisoft a quasiment tout misé là-dessus pour pouvoir atteindre ses objectifs 2021-2022. Disons que c'est mal parti. Sans transition, non aucune, passons tout de suite aux maisons de retraite, hein, même si l'un n'empêche pas l'autre. Orpea, alors globalement, on reste quand même dans le même délire, hein, moins 25% depuis le début de l'année. On est en plein ce qu'on peut appeler sell-off. Et là, bon, ça pue quand même un peu du cul, hein, puisque là, on est dans une enquête du parquet national financier qui vise le groupe pour complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé. Là, c'est du lourd, hein. Peut-être mieux éviter en ce moment. Plus terre à terre, rejoignons la construction au travers de Saint-Gobain. Elle a présenté ses objectifs financiers 2025. Nouveau plan stratégique de croissance annuelle de chiffre d'affaires entre 3 et 5%. Marge d'exploitation entre 9 et 11% visée. Et on va gâter les actionnaires. Taux de distribution annuel du dividende entre 30 et 50% du résultat net. Avec la petite cerise sur le gâteau, un programme de rachat d'actions de 2 milliards d'euros entre 2021 et 2025. Là, Saint-Gobain, tu vends du rêve. 60% depuis le début de l'année, retour sur un support à 55 € et bam, on reprend la tendance. Allez, une dernière qui fait plaisir, Tesla. Et oui, elle ne fait pas trop de bruit en ce moment, mais elle remonte tranquillement sur les 800 $, plus très loin de ses records historiques à 900 $. Après, là aussi, une belle construction de zone avant de s'appuyer et bam, repartir progressivement. Elle va déplacer son siège social de Palo Alto en Californie à Austin au Texas. Mais pourquoi fait-elle donc ça? Elle fait comme Oracle, Hewlett-Packard ou Toyota, la main-d'œuvre est moins chère et la réglementation est moins stricte. Elle annonçait avoir livré très exactement 241 300 véhicules au troisième trimestre. C'est mieux que prévu. Et Elon, il continue à mettre la pression en disant « Oh les gars, allez hop, on construit les bagnoles, on les livre là, hein, on y va là. » Hausse des livraisons de 20%. Elle a donc réussi à passer au travers de toutes ces pénuries de composants qu'on voit chez beaucoup de concurrents. Technique. Dimanche dernier, comme on le disait dans le débrief hebdo, la semaine n'était pas top. On a expliqué pourquoi, comment, le but étant de partager. D'ailleurs, vous avez bien apprécié, je vous remercie. Et comme je le disais, donc, je n'arrive pas à être pessimiste sur ces gros niveaux hebdomadaires. Malgré Evergrande, le tapering, l'inflation, tout ça, car la tendance de fond est haussière et je préfère privilégier les achats sur repli. Et ça nous a donné une belle semaine. Bon, c'était pas si simple que ça, parce que la première moitié de semaine, c'était plutôt neutre. Sauf d'ailleurs le DAX, qui lui était quand même sous une pression baissière. Je te rappelle que c'est DAX 40 maintenant, sous pression baissière, il a pété son support et il a fait une petite mèche, une petite aspiration. Bref, beaucoup de niveaux ont été atteints, ont bien réagi. Quelques exemples ici. Donc à gauche, tu as le carnet de bord du lundi de début de semaine et à droite, la réaction. Ou c'est plutôt l'inverse, parce que si je fais à gauche comme ça, pour toi, c'est la droite. Et du coup, là, pour la droite, c'est toi, c'est la gauche. Enfin bref, tu te démerdes, essaye de faire un truc logique, s'il te plaît. Essaye de mettre un peu plus qu'une seconde, parce que sinon, les gens ne vont pas avoir le temps de voir. Ah tiens, t'es grave de merde. Faut pas me casser les couilles, non? Ici le DAX qui avait atteint une très belle zone, le Dow Jones ou encore le SP500, le Nasdaq et même le Nikkei d'ailleurs qui était sous une pression baissière infernale a réussi même lui à réagir sur ce gros niveau donc d'achat. Simplement pour montrer que l'analyse technique, ça peut permettre d'éviter déjà de faire des erreurs quand même sur des gros niveaux qui sont identifiés par le marché et les investisseurs, d'éviter de céder à la panique ou à l'euphorie malgré les conditions. Ce gros rebond a donc permis d'atteindre quand même des gros objectifs sur lesquels donc je suis intégralement sorti, que ce soit sur MM20 Daily, MM50 Daily, ça dépend des indices. Au-delà du fait que la persévérance a fini par payer, l'avantage maintenant alors qu'on est en milieu de range daily, c'est de plus forcément se poser la question, est-ce que maintenant ça va continuer à monter? Est-ce que finalement c'était pas juste un rebond technique? Pour moi, il faudra quand même passer au-delà de ces gros niveaux daily pour confirmer le fait que ce rebond ne soit pas que technique. Ça sera alors un signal fort que les indices ont la capacité de retourner, en tout cas aux États-Unis, sur leur plus haut historique. Raison pour laquelle, même si je privilégiais les achats la semaine dernière, maintenant qu'on a eu ce rebond,
un peu moins chaud quand même dans la zone de cours actuelle pour le moment. Mon avis pour la semaine prochaine, c'est même d'ailleurs qu'on reste coincé entre les plus bas qu'on a réalisés la semaine dernière et les plus hauts qu'on a réalisés vendredi. Du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de travailler en swing, donc sur plusieurs jours, en privilégiant plutôt l'intraday, donc des trades très court terme sur des unités temps inférieures au H1. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est ce qui est important, c'est d'avoir ce détachement qu'il faut avoir absolument raison sur ce que le marché doit faire, en privilégiant sa façon d'intervenir sur le marché et la mettre en application plutôt que d'essayer d'anticiper mieux que les autres où va le marché, ce qu'il va faire exactement. C'est pas en fonction des objectifs qu'on se fixe qu'il faut intervenir sur le marché, c'est en fonction de ce qu'on voit qu'on intervient. Et après, c'est le marché qui décide. Le résultat est donc une conséquence et pas une cause. D'ailleurs, ça va me faire une transition parfaite avec les cryptos. On a largement évoqué mercredi le sujet. Oui, je sais, on a fait plein de vidéos cette semaine. On essaye d'accélérer un peu le processus. On en est toujours au même point. La capitalisation totale qui arrive sur une grosse zone de résistance, elle n'arrive pas à passer, en tout cas pour le moment, ce qui montre le manque de flux de manière générale sur les altcoins. Ça n'empêche pas pour autant d'essayer de trouver des opportunités, des départs s'il y a du flux. On a fait cette semaine, notamment sur IVT, que ce soit au travers de FTM ou encore de DOT, d'ailleurs qui a quand même beaucoup de mal, et même d'ailleurs qui n'est pas parti. Mais c'est pas grave, on a pris une partie de bénéfices partiels, et puis le reste, si on sort au cours d'entrée, c'est pas grave, on garde des cartouches. On reste sur des investissements long terme qui sont en train de continuer à tourner. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on reste optimiste sur le marché, mais en mode trading, le timing n'est plus intéressant. On vient de prendre 25% depuis une semaine ou deux, on voit qu'on est en train de bloquer sous une zone de résistance, donc on sait que ça va être beaucoup plus compliqué, d'ailleurs c'est le cas. Même si oui, l'ensemble du marché est tiré par le Bitcoin, qui est sorti par le haut de ce gros range qui a traversé les 50 000 $. Alors plutôt que de s'épuiser dans cette période-là et ce qui est d'acheter, de revendre, de se faire rincer, lessiver, de recommencer sans résultat, autant garder ses cartouches et son énergie, tel un sniper, attendre le moment venu, calme, sérénité, et quand tu vois la fenêtre de tir, ça veut pas dire d'être moins optimiste, ça veut dire être moins actif car le marché est plus lent. On place des alertes pour rester alerte, c'est le principe d'une alerte en fait. On prépare ses niveaux d'intervention et calme. Et quand ça revient, on sort la sulfateuse et... Bon, et cette semaine, on a fait quand même pas mal de vidéos. Donc, n'oublie pas, après le débrief, une fois que c'est fini, tu peux faire le tour si tu as loupé tout ça. Concernant la question du jour, il n'y a pas tant de questions en fait. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre progressivement. Si j'ai pas répondu, peut-être que je suis passé à travers. Donc, n'hésitez pas à les reposer. Vous êtes bientôt 30 000. Un grand merci à vous, ça fait plaisir. Il serait pas mal, c'est de rattraper très rapidement le cours du Bitcoin. Donc, ça serait bien qu'on arrive très rapidement à 55 000 parce que le Bitcoin, pareil qu'il va à 100 000 d'ici la fin de l'année, donc va falloir... Merci à tous, on lâche rien, bon dimanche et ciao. Je sais pas si tu l'as senti, mais ce débrief hebdo, il m'a fait plaisir d'une force, mais d'une force